Bonjour à toutes et à tous. On se retrouve ce matin en matinale avec une invitée exceptionnelle. Bonjour Cathy. Bonjour Martin, bonjour tout le monde. On se retrouve pour une émission vraiment exceptionnelle. Là pour le coup je le dis à chaque fois parce que c'est même de l'ordre de la plaisanterie. Je m'amuse à présenter mes invités en leur disant qu'ils sont exceptionnels, ce qui est vrai de base. Mais là je ne m'attendais pas à ce que tu viennes en matinale ici dans le studio. Je t'ai proposé de venir pour parler du GBL. Le GBL, c'est le groupement des boutiques ludiques. Et tu m'as répondu en disant je fais le trajet. Je viens, je me déplace, je viens au chalet d'un monde de jeu pour faire l'émission avec toi, alors que tu viens d'où ? Je viens de l'autre bout de la France pratiquement, de Bretagne, Dinan, petite ville, cité de caractère médiéval. Mais non, mais merci d'avoir accepté qu'on puisse venir. Évidemment que j'ai accepté, bien sûr, bien entendu. On est ravis de te recevoir ici. De l'autre côté de la France, les gens sont souvent fait le trajet de très loin, mais pour nos émissions habituelles, pour acheter des formats aussi, parce que nos formats, vous le savez, ils sont financés aussi par les éditeurs qui se déplacent. Mais là, comme ça, en matinale, on n'avait jamais eu la proposition, donc on est ravis évidemment de vous accueillir. Tu étais dans ta boutique samedi. Pour vendre des jeux, forcément, c'est le principe d'une boutique ludique. Et tu le seras de nouveau mardi. Demain matin, oui. Ouais, on travaille à 10h. Donc voilà, le trajet, juste pour la matinale d'un monde de jeu, on est évidemment ravis. Ça nous permet aussi de mettre en avant les boutiques ludiques. Et c'était très important en cette fin d'année, puisque il y a une actualité qui est très forte. C'est le moment où les gens se déplacent dans les boutiques, ont envie d'avoir du conseil. C'est ce que vous faites, ont envie de découvrir les nouveaux jeux. Ils sont disponibles dans vos boutiques. Il y a donc une actualité très très forte. Le programme de cette émission, il est affiché à l'écran pour ceux qui regardent en direct sur Twitch. On sait qu'il y en a beaucoup qui écoutent l'émission. On va parler de toi, Cathy. On va parler de ta boutique également, qui est donc à Dinard. Dinan, pardon. Pas confondre. Non, mais Dinard, ça existe en ville, mais c'est aussi un joueur de handball. Oui. Ça n'a rien à voir. On va parler du groupement des boutiques ludiques. Vous ne savez peut-être pas ce que c'est, ce que cela regroupe. On aura un gros plan sur le jeu Yuan. Alors, c'est une vidéo qui arrive sur notre chaîne aujourd'hui, je pense, et on va vous montrer les premières minutes de cette émission dans notre pause centrale. On parlera du catalogue du GBL. Parce que vous faites un petit catalogue, il est là juste devant, un petit catalogue qu'on retrouve dans les boutiques ludiques. Dans toutes les boutiques, c'est le principe, oui. Et que vous allez pouvoir découvrir, lire, que vous allez pouvoir récupérer peut-être pour l'étudier tranquillement chez vous en vous disant qu'est-ce que je veux offrir comme jeu, qu'est-ce que je vais m'offrir aussi comme jeu. Vous aurez plein de références à l'intérieur. C'est tout un travail qui est assez dingue en réalité, qui vous occupe une bonne partie de l'année. Carrément, à partir de, je dirais on commence dès Cannes, dès février, chercher les premiers jeux et puis ça va durer jusqu'au mois de septembre. On va le regarder juste après. Et puis on terminera alors avec un top 10 des ventes du GBL et on aura un invité exceptionnel aussi pour ce top 10 des ventes du GBL avec Patrice Pilet qui a fait le déplacement également, qui est venu, c'est pas ton chauffeur, je crois que c'est toi qui as conduit, tu m'as dit, non ? On s'est partagé cette fois-ci. Vous êtes partagé. Il est là, Patrice, il est dans notre configuration, vous savez. Coucou Patrice, t'es à l'écran. Il est dans notre configuration. C'est une émission qui est faite pour 2 personnes. La matinale, elle est vraiment configurée dans cet axe-là, mais on a dans notre studio la possibilité d'avoir plus de caméras. Donc il sera là pour le top 10 des boutiques ludiques. On va vous faire la liste des jeux qui se sont le mieux vendus sur la période. Alors, Patrice, tiens, hop, je branche ton micro. Juste un petit mot, Patrice. C'est quelle période, ce top 10 ? Sur la période du mois d'octobre. Sur la période du mois d'octobre, donc les 4 semaines qui se sont passées. On va vous parler de ce top 10, c'est intéressant également, il y a de la surprise, on a envie de savoir quels sont les jeux, parce qu'on en parle souvent, des jeux qui se vendent, quels sont ceux qui se sont vendus particulièrement sur les boutiques, dans les boutiques ces fameuses boutiques qu'on retrouve essentiellement dans les centres-villes, mais pas forcément uniquement. Je pense on a quelques boutiques dans les périphéries de ville, mais oui, en grande, je dirais 99%, c'est des boutiques de centre-ville, oui, complètement. Ouais. Voilà pour le programme de cette matinale, elle est riche, elle est chargée, et on va commencer directement par parler de ta boutique, puisque c'est une petite boutique, on a des images. Alors une image de la devanture de la boutique, on va vous la montrer, elle se situe à Dinan. Oui. C'est une grande ville, Dinan ? Dinan, c'est une petite ville qui se situe entre Rennes, donc notre capitale bretonne, et au plein nord, on est à Saint-Malo, on est entre les deux villes.
C'est 15 000 habitants, mais c'est Oui. surtout une cité médiévale qui du coup attire énormément de tourisme. Donc l'été, de 15 000, on peut monter à 100 000 personnes dans la ville. Donc c'est un brassement de population permanente qui fait qu'il y a un bouillonnement. Il y a, pour nous, dans les commerces, en tout cas, c'est super chouette parce que c'est jamais les mêmes personnes. C'est tout le temps des langues étrangères aussi. Donc c'est vraiment super intéressant au niveau discussion et au niveau bouillonnement culturel aussi que ça peut apporter. Et cette boutique, elle est intéressante aussi parce qu'elle témoigne. Là, on voit la devanture, on imagine aussi ce qui se passe à l'intérieur. Elle témoigne de ce que sont les boutiques ludiques. C'est pas des supermarchés, hein, c'est ça, c'est des toutes petites boutiques. Et la tienne, elle mélange, on le voit sur la devanture, jeux de société et jouets. À l'intérieur, on va trouver un peu de tout, avec un espace qui est quand même réduit, la nécessité de faire des choix pour les jeux qui sont présentés nécessairement. Alors tu essayes d'avoir toutes les nouveautés récentes, mais malgré tout, pour le fond du commerce, il y a des choix à faire. La boutique, je l'ai ouverte il y a 23 ans. À ce moment-là, le jeu de société n'avait pas l'ampleur qu'il a maintenant. Donc l'idée, mon envie était d'ouvrir une boutique uniquement de jeux de société. Oui. Mais c'était pas envisageable il y a 23 ans. Donc j'avais mis du jouet et du jeu de société. Et puis finalement... c'est un mélange qui va si bien parce que amener des petits, finalement, les enfants dès 2 ans, les amener aux jeux de société, finalement ça se fait naturellement, le passage du jouet au jeu de société. Donc c'est un très joli équilibre finalement. Et puis ça permet de mettre de la couleur, de mettre de la fantaisie dans la boutique. De la fantaisie, en voilà de la fantaisie, le mot de la deuxième image. De la fantaisie dans la boutique avec du jouet, puisque là on voit une peluche. Donc il y a des peluches à l'intérieur, quels sont les jouets? Ça, c'est ma folie, ça, ouais. J'avoue. J'adore ça. Une grande partie de la boutique, c'est de la peluche. Et après, du jouet vraiment de tout petit jusqu'à des déguisements aussi. Je suis très princesse dans tous les sens. Et du fait qu'on soit une cité médiévale, et bien forcément aussi, on a beaucoup de chevaliers. On a notre grand connétable du Guesclin qui avait bouté les Anglais hors de France à Dinan, et une grande bataille célèbre. Donc on travaille beaucoup les épées, les boucliers, enfin on fait la bagarre tous les jours. C'est toujours du coup un endroit un peu magique, et je vois bien quand les touristes ils sortent de là, ils disent waouh, ça a été un moment magique, et c'est ça qui est super chouette, je trouve, dans une telle boutique. Et pour moi qui viens d'un milieu scientifique, j'ai fait des études de sciences j'avoue qui me plaisaient pas beaucoup, ouais. Et qu'un jour j'ai dit à papa, maman, désolé, j'arrête. Papa, il y a pas cru, il m'a dit non mais attends, tu vas t'ennuyer au bout de 3 jours dans ta boutique. Et le bouillonnement du jeu de société, tout ce que ça amène, non, c'était il y a 20 ans. Je me suis jamais ennuyée. C'est pas possible en fait dans un tel métier, non. Oui, 20 ans de passion donc dans cette boutique-là, petite boutique de centre-ville, mais qui a une influence. c'est comme les villes, tu sais, qui rayonnent sur tout un département. Le lutin ludique, on le connaît forcément, vous en avez peut-être entendu parler, puisque en dehors de cette boutique, tu es aussi président du groupement des boutiques ludiques. Donc le groupement des boutiques ludiques, ça réunit pas mal d'acteurs. On a Rachel qui nous dit, c'est la Rance qui passe à Dinan. On a des informations, oui. On a nos spécialistes géographiques qui réagissent sur le chat. Campus Tech qui nous laisse un message pour la première fois. Mais bonjour à eux, bravo pour le site. C'est un site qui s'ouvre aux jeux de société de plus en plus et qui sont très ambitieux aussi dans leur développement, avec des vrais articles derrière. C'est intéressant d'avoir ce type d'acteurs qui rejoignent la bonne parole ludique. Et sa fameuse usine marémotrice. Alors l'usine marémotrice, là, c'est Saint-Malo. C'est Saint-Malo, oui, c'est juste à côté. Il y a des connaisseurs de la Bretagne en ligne. Rémi, Simon, salut tout le monde. Et le jeu de société, c'est vrai que nous on parlait assez peu de jouets de manière générale, mais on a eu la visite de Djeco. On a montré les petites voitures qui sont juste derrière, là, qui sont là, qu'on a mis en décoration, on en reparlera demain. On fait de la matinale demain avec Aline, elle aura l'occasion de vous parler de l'émerveillement qu'ont eu les enfants à qui on a donné les petits testeurs qui viennent régulièrement au chalet pour jouer aux jeux enfants. On leur a donné ces petites voitures. Il y a eu un émerveillement absolument dingue, et on se rend compte, et ça je voulais insister dessus, de la valeur du jouet.
une valeur qu'on a perdue. Et là, je fais une vraie différence avec les grandes surfaces. C'est que très souvent, quand on achète des jouets en grande surface, qu'on les donne aux enfants directement à la caisse rapidement, tiens, voilà ta petite majorette, il n'y a pas cet effet qu'on a vu, nous, sur les petits testeurs, de ça, c'est ma voiture. Ça, c'est la voiture, c'est pas une voiture, c'est pas un petit jouet qui arrive comme ça. C'est quelque chose à part. J'ai tendance à dire que ces jouets-là, ils n'ont pas la même valeur quand ils sortent d'une petite boutique spécialisée où il y a eu le conseil, il y a eu le côté émerveillement, le côté rare de l'objet. C'est complètement différent. Moi, je suis impressionnée par le travail de Djeco sur le jouet. Ici, c'est une collection qui est sortie cet été. Et je suis impressionnée par les nombres autant d'enfants que de parents qui s'arrêtent devant cette collection. Il y a un espèce de côté fou du volant qu'on pouvait avoir quand on était petit. Et j'ai vu, je jure, autant de parents, papa, acheter des voitures en n'ayant pas d'enfants, en fait. Forcément. Il y a un petit côté nostalgie, collecteur de la petite voiture qui est... et vraiment, les fous du volant, ça nous rappelle tellement ça. Et c'est magique, leur création à Djeco. Et, ils savent emmener dans le jouet vraiment quelque chose aussi bien parents, enfants, c'est extraordinaire comment en création ils travaillent leurs jouets. Alors il y a celui-là, mais il y en a plein d'autres. Moi j'ai pris celui-là parce qu'il était juste posé derrière moi, mais il y a évidemment pas mal d'autres jouets que vous avez à l'intérieur de la boutique. Donc voilà, il y a des jeux de société, il y a des jouets également. C'est ouvert de quand à quand, juste comme ça, par curiosité? On est ouvert du mardi au samedi en période classique. L'été, on est ouvert 7 jours sur 7. À Noël, on est ouvert 7 jours sur 7. Du fait du tourisme, forcément, on s'adapte au mieux. On est 2,5 à la boutique à travailler et on s'organise les emplois du temps en fonction de la saisonnalité, ça beaucoup. Oui, je ne vais pas dire qu'on travaille 35 heures. Ça, je crois qu'il n'y a aucun ludicaire qui nous dira ça. Mais bon, ça reste une passion, un plaisir. Et les échanges humains sont tellement géniaux. Voilà, moi, quand j'expliquais à papa que la chimie et la chimie nucléaire, c'était pas mon truc, je discutais pas avec les électrons, tout ça. Donc, tandis que l'humain, c'est notre motivation de tous les jours, c'est notre moteur pour avancer. C'est exceptionnel. Ouais. Ben oui, mais on fait du jeu de société. Il y a un peu le mot société dans le terme, le côté l'échange que l'on peut avoir avec les joueurs déjà à la base autour de la table, mais aussi avec tous les acteurs qui composent ce monde-là. Il est essentiel. C'est pour ça qu'on le fait. On est dans le domaine du loisir, donc on a envie de vivre ces moments-là. Les boutiques ludiques, c'est important pour nous parce que ça prend en compte cet aspect-là. On va parler du groupement maintenant des boutiques ludiques. Ça, c'est une initiative qui date de quand ? L'assaut, on l'a monté en 2016. Sachant qu'auparavant, il y avait déjà eu des idées de regroupement, on avait des vieux forums sur un site. C'était Bruno, le créateur du Passe-Temps. Oui. Bruno Desch. Bruno Desch qui nous avait entraînés, qui était venu nous chercher. Et on a ouvert nos boutiques en même temps, en fait, Bruno et moi, dans les années 2000. Et on avait fait un petit groupe et puis à un moment donné de se dire faudrait peut-être structurer tout ça. Donc avec Patrice qui est là et avec un autre Bruno Béchu, donc le co-gérant des enseignes Sortilèges, on s'est dit allez go, on y va, on monte une association. Le milieu du jeu, à ce moment-là, on se connaissait à peu près tous. Donc on a fédéré assez vite des boutiques. On était une petite centaine dès le début. Et puis au fur et à mesure, ça grossit tranquillement. Maintenant, on est pratiquement 200 boutiques, 180. On a même fédéré les pays limitrophes puisqu'on a des collègues suisses. Donc ça, c'est super pour le chocolat. Et on a des collègues belges. Ça, c'est aussi super pour le chocolat. Donc c'est une association vraiment qui... on est environ 450 ludicaires à l'intérieur. Oui. Donc c'est une belle équipe, belle 450 ludicaires. Donc, alors, pour 190 boutiques, vous m'avez dit ? Oui, c'est ça.
Ouais. Donc on va regarder le site internet. On a parlé de chocolat juste avant. Alors programme, rendez-vous demain. Je donne au programme de demain. On a reçu ça. On a reçu les merveilles du monde. Ça nous a été envoyé par BioViva. On découvre plein de choses qui n'ont rien à voir avec le jeu, mais nous, ça nous fait tellement plaisir de voir il y a un côté Madeleine de Proust. Mais j'avais ça quand j'étais petite Mais aussi. oui, exactement. Et en fait, ça a été relancé. Ça avait complètement disparu, les merveilles du monde. Ça a été relancé par une petite boîte, je sais plus laquelle exactement, fabrication française. Et t'as la grande carte image aussi à l'intérieur. Et c'est les cartes BioViva qui sont à l'intérieur. Donc il y a ça. C'est pour ça qu'ils nous l'ont envoyé. On en a parlé. Je leur ai dit, moi ça m'évoque les merveilles du monde quand ils nous ont montré les cartes des jeux Définature. Et ils nous ont dit, figure-toi que c'est nous maintenant qui sommes à l'intérieur. Okay. Demain on l'ouvre, on regarde comment ça marche et on se salit les dents pendant l'émission. Voilà pour le programme de demain. Ne manquez pas l'émission de demain, elle va être folle. On regarde le site internet du GBL. Plus de 180, c'est pas à jour, vous m'avez dit, c'est 190 boutiques. C'est ça. Il faudra le mettre à jour. Et en dessous, vous avez la liste de toutes les boutiques. C'est vraiment précieux, c'est important. Si jamais vous voulez avoir des conseils, parce que c'est ça, c'est pas que du jeu qui se vend dans les boutiques. C'est résumé de dire qu'on va chercher du jeu. C'est pas ça. C'est du conseil. C'est la même chose que quand on va chez un libraire de bande dessinée. Je fais souvent le rapprochement entre les deux parce qu'il y a quand même quelque chose de proche. Les gens qui sont dans ces boutiques-là, les ludicaires, vous écoutent, ont une analyse, ont une habitude aussi des joueurs et sont capables aussi de sortir des choses auxquelles on ne pense pas nécessairement, qui vont vous correspondre beaucoup plus et que vous ne trouverez jamais sur un site de vente en ligne. Moi, c'est même pas que je sois contre les sites de vente en ligne du tout, ça ne me pose pas de problème. J'habite à la campagne, ça a permis d'ouvrir des espaces pour pas mal de personnes qui sont assez loin, mais ce conseil, on ne l'a pas sur un site, il est précieux. Mais c'est surtout qu'il faut penser, nous, par exemple, à Dinan, il y a des zones blanches encore plein partout. À 10 km de Dinan, il n'y a pas de réseau. Donc, les gens, ils ne sont pas sur les réseaux sociaux, de toute façon. Donc, ils n'ont pas cette information-là. Et après, il y a surtout la spécificité de chaque boutique où chaque ludicaire va aller proposer, en effet, les jeux qu'il aime. Et on a beau être dans une association, il y a 190 boutiques, il n'y a aucune boutique qui ne ressemble à une autre. Ouais. On a un corps de gamme commun, on en parlera tout à l'heure de notre sélection, de notre catalogue, mais au final, après, c'est des dizaines et des centaines de jeux différents. Et quand je vais chez un collègue, je suis toujours étonnée, je dis « Oh, t'as ça, c'est quoi ?» Et je découvre des jeux à chaque fois chez des collègues. Donc oui, c'est important d'aller dans une boutique parce qu'on peut voir ce foisonnement, tous ces jeux qui existent et que sans doute sur les réseaux en ligne, on verra pas tout ça. Différemment. Puis le conseil, de toute façon, c'est quelque chose auquel on tient de manière générale. Mais ce conseil, vous l'avez éventuellement quand vous regardez des sites internet, quand vous écoutez des émissions formidables, par ailleurs, nécessairement. Mais c'est ce qu'on recherche. C'est ce qui nous fait, c'est ce qui fait battre le cœur du jeu de manière générale. On a besoin de ces conseils-là. Si jamais on les a plus, si on les perd, tous ces avis-là, on perd un petit peu de ce qui nous passionne. Moi, je l'ai vraiment vécu en bande dessinée. Je suis un grand amateur de bande dessinée, il y en a partout chez moi. Et pendant une période, je m'y suis un peu moins intéressé. Pourquoi ? Parce que j'étais plus à Besançon même, la ville dans laquelle j'allais régulièrement dans ma boutique. Donc, j'avais plus ce fait de se baigner dans les livres, de les voir arriver au jour le jour, de s'intéresser, de regarder ce que c'est, d'échanger avec le libraire. Au début, je formais le libraire. Tu sais, il venait d'arriver dans le rayon, c'est moi qui lui disais tiens, tu devrais lire ça, puis ça c'est bien. Et après, forcément, c'était l'inverse. Lui, il était dedans tout le temps, donc c'est lui qui me disait j'ai lu ça devrait le plaire. Il me connaissait bien à force. À un moment, j'ai arrêté d'en acheter. Je me suis moins intéressé à ça, et pourtant, je suis toujours aussi passionné par la bande dessinée, mais j'étais plus au courant. Ce goût-là, qui nous est absolument indispensable, on le perd quand on s'intéresse moins à ce qui se passe tout autour. Et on a besoin de vivre ça. Les boutiques, c'est souvent aussi un endroit à partir duquel s'organisent plein de choses. Des festivals, des rencontres, des soirées-jeux. Tout à fait. C'est une très belle aussi interaction. C'est le lieu de vie où on va pouvoir retrouver un auteur. L'auteur local, c'est un éditeur qui habite à côté. Donc, c'est tout un maillage en fait qui se fait, des partenariats avec les ludothèques évidemment, la création de festivals. Donc, c'est le lieu où on arrive à réunir tous les passionnés du monde du jeu. Et oui, on ne va pas vous parler d'un jeu de la même façon si on connaît l'auteur, si on connaît l'éditeur, si on sait comment le jeu a été créé. On va pas vous transmettre le ressenti, l'ambiance de la même façon. Et ça ne peut se faire que via les boutiques.
Ouais, c'est super important, évidemment. On regarde aussi les coups de cœur parce que vous avez mis en place cette année les coups de cœur des boutiques ludiques. Alors pas cette année, ça fait un petit moment que ça existe, mais ça Oui. s'est accéléré cette année. Disons qu'on essaye de communiquer un peu mieux sur les choses. Alors, chaque semaine, on a le coup de cœur des boutiques. Ça a été chaque semaine, tous les ludicaires du groupement votent. Il y a une commission qui existe, qui nous propose 5-6 jeux sortis la semaine précédente, et tous les ludicaires votent, et le jeu qui ressort le plus est mis en avant. Dans un deuxième temps, ça, ce que tu montres, ça c'est encore une autre chose, c'est que c'est l'étape du dessus, là, c'est plus rare. la commission qui s'occupe de faire ce petit fascicule, là, notre sélection des ludicaires, a travaillé durant tout le mois de juin avec les éditeurs. On a vu tous les jeux qui allaient sortir durant l'année. Et ces 7 personnes qui gèrent cette commission ont eu des coups de cœur particuliers. C'est vraiment le coup de cœur particulier du ludicaire sur l'année. Donc là, c'est le coup de cœur de Damien de Sortilège à Nantes qui lui a choisi Heredity. Et à forte raison, qui a été mis en avant. On en reparle tout à l'heure d'Heredity. Reste connecté, David. On a David qui est en ligne, l'éditeur d'Arucat. Reste connecté, on en reparle en toute fin d'émission. Donc il y a l'article de Guillaume qui intervient également dans ces coups de cœur-là, avec quelques images du jeu. Une vraie expertise autour de ce jeu, parce que c'est des gens qui jouent au jeu qui vous donnent leur coup de cœur. C'est pas juste pour alimenter une communication particulière, c'est vraiment du coup de cœur authentique. Là, il y en a régulièrement. Alors c'est tous les combien ces coups de cœur-là? Alors cela, ça a été une seule fois 5 coups de cœur qui ont été et en effet qui ont été écrits, parce qu'on cherche à faire aussi de l'écrit. Donc on a demandé à Guillaume de nous accompagner dans nos périples, et la patte, l'écriture de Guillaume, forcément il sait faire passer les choses aussi. Donc c'est ça. Il y a à la fois le coup de cœur du ludicaire et l'article explicatif de Guillaume. Il est en ligne et il te passe un petit coucou en te remerciant pour cette collaboration. C'est très chouette en fait d'avoir la patte de Guillaume, effectivement. Qu'on suivait régulièrement sur Trick Track et auquel on tient beaucoup, tout simplement. Voilà pour ça. Je voudrais vous poser une question quand même sur cette période-là. Je dis vous parce qu'il y a Patrice qui est juste à côté aussi, et naturellement il y a une expertise. C'est une période qui est quand même tendue. Nous on le vit aussi actuellement. On diffuse parfois plusieurs vidéos par jour, là, ce qui est un peu trop de mon point de vue. Il y a une vraie surproduction. Comment vous vivez cette période dans laquelle il y a énormément de jeux qui arrivent en boutique? Ce n'était pas le cas il y a une dizaine d'années, voire une quinzaine peut-être. On n'avait pas tout ce flux de nouveautés qui arrivent, qu'il faut découvrir, parce que c'est casse-tête en fait. Faut que vous puissiez donner du conseil, donc il faut que vous puissiez y jouer également. Vous ne pouvez pas jouer à tout, ça devient impossible. Nous, on ne peut pas jouer à tout, on ne peut pas tout mettre en avant. Comment vous gérez ça? Difficilement. Ça, c'est un terme que j'utilise assez régulièrement, c'est la charge mentale, qui vraiment est vraiment lourde. C'est une vraie difficulté parce que on doit aller sur les salons, on a les commerciaux qui passent éventuellement en boutique, mais c'est pendant les heures de boutique. Donc il faut qu'on prévoie de travailler les jeux. Les jeux, on n'a pas forcément de boîte de démonstration, donc où il faut les acheter. Donc c'est un coût aussi, cette formation. Et on ne va pas forcément acheter des boîtes sur des jeux dont on se dit que de toute façon qu'on ne les prendra pas. Donc on va chercher des informations sur les réseaux sociaux. Enfin, c'est toute une formation qui n'est pas du tout structurée, qui n'est pas organisée. Et en ça, pour nous, le groupement est un vrai plus, parce qu'on échange des informations sur ce que chacun a vu, chacun a lu, chacun a pu aimer. Mais après, non, il y a évidemment... Alors, on va pas dire qu'il y a trop de jeux. Enfin, c'est toujours compliqué de dire c'est le bouillonnement culturel, il est important aussi, mais non, là on a vraiment dépassé des limites qui font que de toute façon, il est impossible pour nous d'avoir tous ces jeux-là en boutique. Donc, est-ce que c'est un problème, ça, de ne pas tous les avoir? Tu le sens comme quelque chose de compliqué? Non, il faut l'accepter. Il faut l'accepter, il faut l'expliquer. Expliquer aux joueurs, aux joueuses qui viennent en boutique, non, c'est mon choix, j'ai choisi de ne pas le faire.
Le plus embêtant, c'est quand le joueur ou la joueuse vient et nous demande un jeu, et là, on ne sait pas du tout de quoi il s'agit. Évidemment, ça peut arriver parce qu'il y en a tellement. Ouais. On discute, on lui demande pourquoi il a apprécié, il ou elle a apprécié le jeu. On va chercher des informations et puis on voit si on peut le commander ou pas. Mais non, il faut surtout pas se culpabiliser sur le fait qu'on puisse pas avoir tous les jeux. C'est pas faisable. Et puis comme on le disait, c'est ça qui fera la spécificité de la boutique, c'est les choix qu'elle aura fait. Mais c'est toujours douloureux de se dire que y a un auteur qui a travaillé, une autrice, il y a eu du travail derrière une boîte qui a été sortie, ça a un coût, et que non, ce jeu-là on pourra pas l'avoir parce que il y a trop de jeux déjà. Il n'y a pas je sais pas comment ça se passe chez les éditeurs, les distributeurs, s'ils discutent entre eux de réguler un petit peu les choses. Certains le disent, on produit moins de jeux. D'autres, ça semble totalement incohérent. On voit entre les distributeurs aussi, on a l'impression que les distributeurs entre eux ne parlent pas. Donc en fait, ils ne connaissent pas tous, ils font pas forcément de veille ludique, Oui. donc ils ne connaissent pas les jeux tout à fait des autres, et des fois il y a des similitudes qui font que... Il y a parfois même au sein du même distributeur. On a eu des cas de jeux qui se catapultent, qui se percutent, qui sortent au même moment avec la même approche, et ça peut arriver qu'il y ait des soucis. Qui est responsable d'après toi ? Est-ce qu'il y a une responsabilité à tirer de cela ? Voilà, c'est toujours... on travaille par passion. C'est une question piège, il faut faire attention à ce qu'on répond. Non, tu travailles par passion, donc l'auteur il a fait un jeu, il l'aime, il le propose, l'éditeur aime le jeu, il le sort, et puis... c'est empêcher la créativité, c'est dur. Il ne faut pas le faire. Mais non. Mais après, forcément, économiquement, il y a un moment donné où le marché il se bloque. Est-ce qu'il faut brider ça ou pas, ou se dire on a sorti des jeux mais voilà, celui-là il n'a pas eu son... Je pense que ça... C'est tellement dur de se dire qu'il faut brider ça. J'ai du mal avec ça. Les responsabilités, elles sont... Alors c'est compliqué d'intervenir là-dessus parce qu'on a vite fait de désigner des gens. Moi j'insiste toujours dessus, les auteurs ne sont absolument pas responsables. Quand on est un créatif, on ne doit pas se limiter. On crée ce qu'on veut. C'est valable pour le livre, c'est valable pour la musique, c'est valable pour le jeu de société. Il ne faut surtout pas brider nos créatifs. Et les éditeurs, je ne pense même pas, tu vois, que les éditeurs soient réellement responsables. Alors on a Mathieu Lepneau qui intervient et qui nous fait des remarques là-dessus sur le sujet. Évidemment, il est concentré sur cette question qu'il aborde régulièrement. Oui. Il dit tout le monde a un intérêt économique à cette surproduction. Vous êtes beaucoup à réagir. Je ne lis pas tout le monde. On a Dominique qui nous parle des exemples de jeux comme Red Rising qui est sorti et qui a disparu avant même que tout le monde ait pu l'avoir, parce qu'il y a la problématique de la réédition parfois qui se pose également pour les éditeurs. Elles sont partagées, les responsabilités. Mais le terme de responsable, il peut avoir un côté, vous êtes coupable, vous êtes le responsable de ce délit, mais il peut avoir un côté positif. On est en responsabilité, c'est positif de se dire qu'on a une responsabilité de manière générale. Et moi, je pense intimement que les distributeurs, d'abord, ont cette responsabilité positive, c'est-à-dire qu'ils ont un catalogue qu'ils vont défendre, qu'ils doivent vous proposer, qu'ils doivent être capables, qu'ils doivent être en mesure de vous vendre d'une certaine manière. S'ils vous proposent un jeu qui ne se retrouve pas dans vos boutiques, il y a un problème quelque part. Donc ils ont cette responsabilité positive, et ils ont aussi, vis-à-vis des médias aussi, la même responsabilité, c'est-à-dire que quand il y a des jeux qui sortent et que même nous on ne les voit pas passer, je dirais que ça n'est pas responsable. Il y a cet aspect-là qui rentre en compte. Ouais, c'est tellement compliqué en fait, mais comme dit Rémi, c'est ça, les auteurs sont les victimes, mais moi brider la créativité, moi c'est ça qui me désole, donc... Ils sont les victimes quand leur jeu sort et qui n'est pas mis en avant, évidemment. Mais c'est qu'après, quand les jeux ne sortent pas, ça fait partie du jeu, clairement. On peut faire des jeux qui ne sont jamais publiés. J'en ai fait quelques-uns, moi. J'en ai jamais publié. Ça fait partie de la démarche créative. En tant qu'auteur de BD, j'ai fait des BD qui ne sont pas sortis, des jeux. Je pense que c'est normal dans l'aspect créatif d'avoir ce côté-là. Tu voulais réagir, Patrice, peut-être? Oui, c'est normal en tant que... Attends, je te mets ton son parce que je coupe le micro à côté. Voilà, c'est ouvert. J'ai eu une petite expérience en tant qu'auteur de jeu au départ. Et oui, c'est normal qu'un jeu ne puisse pas forcément aboutir au bout. Parce qu'il y a plein d'échelles d'ailleurs. Il y a l'auteur, il y a l'éditeur, etc. Et des enjeux économiques par derrière. Mais
Ça, c'est le côté normal, je crée, et je vois ce qui sort, voilà. Après, il y a le côté, effectivement, comme tu dis, responsabilité de l'éditeur, d'amener ça jusqu'au bout, de le promouvoir, de le faire connaître aux boutiques, aux médias, etc., aux joueurs. Et là, c'est encore une toute autre histoire, effectivement. Ouais. Il faut le soutenir, les jeux. Voilà, c'est une petite intervention de Patrice Pilet qui est là pour la fin de l'émission, qui est venu avec Cathy pour participer à cette émission matinale. On va continuer à faire d'autres trucs. Il n'est pas venu que pour ça quand même. On discute, on passe un bon moment ensemble. C'est toujours essentiel et ça fait partie de notre plaisir de joueurs de pouvoir échanger. C'est cette caméra-là qui nous filme. Super avec toutes ces caméras. On continue d'échanger. On est toujours en matinale. Vous êtes toujours avec nous. Notre programme de cette matinale, il est chargé parce qu'il y a plein de choses à évoquer. Effectivement, on vous a parlé de la surproduction qui est réelle, qui est une problématique, mais qui est aussi le facteur, le symbole d'une richesse. Et le monde du jeu est particulièrement riche. Il faut le voir aussi de manière positive. C'est un vrai casse-tête et c'est un sujet récurrent, notamment dans les réunions d'auteurs, d'éditeurs. Mais et Aline qui nous marque mission accomplie, parce qu'Aline est en train de préparer le top 10 sur lequel nous allons revenir en fin d'émission. Elle a préparé les fiches pendant cette matinale. On fait tout en même temps. On est toute une équipe qui travaille. Vous n'imaginez pas ce qui se passe derrière les écrans. C'est le moment de notre petite pause centrale. Nous allons vous diffuser un extrait de la vidéo qui va arriver très vite. Notre vidéo sur le jeu Yuan. Ça, c'est un jeu que tu connais ? Oui. J'ai vu que tu en as parlé parce que tu fais des émissions sur YouTube. Il y a une chaîne, le lutin malin. Le lutin ludique. On peut être malin aussi. C'est pas ton pseudo, lutin malin ? Non. Non, c'est lutin ludique aussi sur Je mélange tout. Donc, tu as une chaîne dans laquelle tu présentes les jeux aussi. Oui, vous sortie de la semaine. Oui, on essaye de faire une petite revue de presse ludique chaque vendredi, parce que ça nous permet aussi de voir un petit peu ce qui est sorti, de se cadrer. Ça permet, ce que tu fais 1000 fois mieux que nous évidemment, d'aider les gens à savoir ce qui est sorti, ce qui arrive, de cadrer l'information. Oui. Ça sert, ils nous disent, les ludothèques environnantes, savoir un petit peu suivre l'actualité chaque semaine. Donc, et Yuan qui est sorti il y a 15 jours, je crois. Un peu moins, il y a une grosse semaine. Ouais. Ça fait 10 jours qu'il est en boutique. Et ce jeu, moi, il m'a tapé dans l'œil. Ouais. Vraiment, il m'a tapé dans l'œil. Alors, ce qu'on vous diffuse aujourd'hui, souvent dans cette pause centrale, on vous diffuse une critique. Là, c'est pas une critique, c'est le début de l'émission sur Yuan. Pourquoi ? Parce que le matériel, il est extraordinaire, je trouve. Dans ce jeu-là, déjà, ça répond à la demande. On a une boîte qui est pas trop grosse, donc pour vos rayonnages, à la limite, c'est une bonne nouvelle, mais à l'intérieur, quand on l'ouvre, il y a un effet magique, c'est un effet pop-up, d'un seul coup, il y a plein de trucs qui sortent, et ça remplit complètement la table avec un matériel aux petits oignons. On y a joué, nous, avec l'équipe d'un monde de jeu, avec Jube, avec Jérôme, tout le monde a été convaincu et reparti avec sa boîte. Ça, c'est vraiment un gros coup de cœur de la période, donc quand on a un gros coup de cœur, on le met en avant, on se sent en responsabilité, justement, de vous informer sur ce jeu. C'est parti pour la séquence. Bonjour à toutes et à tous, on se retrouve aujourd'hui au chalet d'un monde de jeu avec un invité exceptionnel. Bonjour Christophe. Bonjour Martin. Ravi de t'accueillir au chalet avec un jeu assez surprenant. Vous allez voir qu'il est surprenant sur plusieurs plans. J'ai dans les mains le jeu de Yuan, l'art de la guerre, un jeu édité par Ocaluda. Et c'est un jeu assez surprenant par son matériel. Regardez ce que vous avez sur la table. Vous nous sortez un jeu vraiment avec un matériel qui est assez riche, assez chic, avec du matériel en bois, avec... Vous avez vu ces plateaux qui sont en 3 épaisseurs. Là, on a une petite montagne qui dépasse de la plaine, qui dépasse de l'eau. Et tout ça, ça tient dans cette boîte-là. Et moi, ça m'a sidéré, ça. Donc, quand j'ai vu la boîte, quand j'ai vu le matos, je me suis dit, là, on a une grosse boîte carrée, comme on en voit plein, des grosses boîtes carrées comme il y en a derrière nous, avec du matériel de jeu pour jouer un petit peu expert. Mais non, tout tient dans cette boîte-là. Alors, c'est très serré à l'intérieur. Oui, c'est optimisé. C'est super optimisé. Vous avez un gros jeu dans une boîte elle est quand même épaisse, mais elle n'est pas si large que ça. Et ça, déjà, c'est une surprise. Je le réalise maintenant que tu me le dis, mais effectivement, il y a un gros travail d'édition pour penser que le matériel rentre dans un espace optimisé. Et c'est parti de la volonté d'avoir, effectivement, comme tu vas certainement l'expliquer après, 2 boîtes. Pourquoi 2 boîtes ?
Voilà. Ah bah, expliquons-le Expliquons-le maintenant, parce qu'il y a maintenant. 2 boîtes, effectivement. Moi, j'avais celle-ci. Tu as la Deux boîte boîtes. Chine. Chine, c'est la Chine, ça, Ouais. visiblement, ce sont des... Je suis Soldats pas, chinois. pas un grand expert, mais ce sont des soldats chinois. Et là, c'est Ouais, mongol, c'est C'est ça mongol, effectivement. Et donc les deux boîtes peuvent se mettre côte à côte comme ça et ça finalise l'illustration. On n'est pas en train de vous parler du jeu encore en Non. lui-même, on est en train de vous parler du packaging. Mais en fait, c'est des choses qu'on aime bien, nous, mettre en avant toute la richesse créative qu'il peut y avoir dans le monde du jeu de société. Et ça passe aussi par l'objet en lui-même, la boîte, comment on l'arrange. Là, si on met les deux à côté, on a l'impression d'avoir une boîte de taille normale. Normal, c'est Ouais. ça. Mais il y a 2 jeux en réalité. Mais en fait, il y a 2 jeux et c'est 2 fois le même jeu. C'est juste les spécificités différentes. C'est que la boîte mongole va avoir une petite règle différente avec les volcans, on le verra après. Et la boîte chinoise va avoir une petite règle avec des rivières. Pourquoi 2 boîtes? C'est parce que c'est un jeu qui se joue avec une boîte de 2 à 4 joueurs et avec 2 boîtes différentes. Bien sûr, Mongol et Chine se jouent jusqu'à 8. Voilà, donc vous avez quand même un intérêt, si jamais vous avez envie de faire des grandes tables de Yuan, l'art de la guerre, pouvez avoir un intérêt à avoir les 2 boîtes, c'est pas du tout obligatoire. Non, pas du tout. En général, on en achète une au Oui. début, et quand on est fan du jeu, on se dit « Ah, j'ai envie d'organiser ça Oui, Mais ou un une boîte, ami ça suffit. Ouais. à qui le jeu plaît peut acheter l'autre boîte du coup pour pouvoir jouer à plus que 4. Et si on explique l'historique de Yuan, en fait, c'est la signification du terme Yuan, c'est la dynastie Yuan qui a été Ouais. créée par Kublai Kai au XIIIe siècle. Terrible, Kublai Khan, Le petit-fils de Gengis Khan qui a Ouais. réussi en fait empereur mongol. empereur mongol, oui, qui a réussi à réunifier la Chine et la Mongolie grâce à la religion, en fait, en manipulant la religion, en autorisant toutes les religions sur son territoire. Et ce qui fait que tous les grands pontes religieux de l'époque ont dit bah, c'est un homme bien. Et il est devenu empereur et il a créé la dynastie en partie pour cette raison-là, bien sûr. Après des conquêtes multiples aussi, on va le voir dans le jeu. La programmation et la réalisation sur le plateau se réalisent en même temps avec des petites bien sûr modulations en cas de coup d'égalité. Mais donc du coup, qu'on soit à 2 ou à 8, la durée de partie sera la même. Et ce qui fait que la partie est que d'1 heure, c'est l'objectif qui va diminuer au fil des tours. C'est-à-dire qu'il va devenir de plus en plus facile à atteindre. Et donc forcément, un joueur, dans l'heure, atteindra l'objectif. On se retrouve à l'antenne après cette petite pause dans laquelle on vous a présenté un jeu que moi je trouve exceptionnel, que j'ai vraiment envie très très fort de mettre en avant parce que en plus il est exceptionnel et exigeant. Et ça me fait plaisir parce qu'on a tellement de jeux qui se basent. Il a un risque ce jeu, je le dis quand même. Okaluda prend un risque. C'est un jeu de conquête. Alors, il n'y en a pas tant que ça des jeux de conquête, donc il se place dans un domaine où finalement il y a de la place. Carrément. Mais à la première partie, vous pouvez, et notamment vous connaissez ces joueurs grincheux qui autour de la table ont perdu et qui forcément disent que c'est la faute du jeu, vous pouvez avoir une situation où vous êtes mal placé au début de la partie, vous avez mal géré, vous n'avez pas compris tous les enjeux qui sont présents dans la partie, et vous perdez, vous dites le jeu n'est pas équilibré, c'est de la merde. On a déjà entendu ce genre de discours avec le terme que j'utilise pas, hein. Vous êtes surpris d'entendre ce mot dans ma bouche, mais c'est parce que l'on l'entend autour d'une table, des joueurs qui ne sont pas capables d'assimiler ce que nous on connaît, parce que c'est des jeux qui datent depuis... Nous, on a commencé avec ce type de jeu aussi, où les interactions entre les joueurs équilibrent le jeu. Ça fait partie de ça, c'est exigeant, il faut connaître ça, il faut vivre aussi ce genre d'expérience pour savourer toute la richesse qu'il peut y avoir derrière une table de jeu. Moi, j'ai envie de le mettre en avant, parce que ça m'a vraiment marqué, les parties que j'en ai faites m'ont marqué. Non, il est vraiment très chouette, et puis... pour gagner la bataille, il faut perdre aussi de temps en temps. Donc, non, c'est comme tu dis, il n'y a pas beaucoup de jeux de conquête de territoire finalement. On parle de surproduction, mais des fois on se rend compte que dans certaines mécaniques de jeu, on n'a pas grand-chose à proposer. Et Yuan est vraiment une fraîcheur dans cette catégorie qu'il faut pas passer à côté. Et Campus Tech est très au courant, nous dit que l'illustrateur Adrien Reeves voit sortir en 3 semaines Yuan, Ancient Knowledge et Sky Team, donc grosse production, et alors dans des styles qui sont très différents, parce que là, j'ai l'impression que quand je vois Sky Team et Yuan, il est magnifique Yuan, hein. Vraiment très très joli jeu, très réussi sur ce point de vue. On a Pierrot qui nous demandait si c'est une création originale ou des locas, c'est que des créations originales chez Okaluda. Il n'y a pas de... Là, je cherche, mais de tête, je ne vois pas de jeu qu'ils auraient localisé. Avec plus ou moins de succès. Il y en a qui sont un peu passés à la trappe. Là, je crois que l'année dernière n'a pas été extraordinaire en termes de... Si je réfléchis aux jeux qu'ils ont sortis l'année dernière, il y avait ce jeu préhistorique
Donc le nom va m'échapper. Est-ce qu'on va le retrouver en direct? Au Caluda, on les connaît surtout pour plutôt des petites boîtes jusqu'ici. Et ça y est, mais c'était pas le cas. Alors l'année dernière, ils avaient sorti plusieurs jeux. Ah, les noms ne reviennent pas, vous voyez. Je vais pas t'aider, tu vois, ce lundi matin. Aurignac. Aurignac, oui. Voilà, c'est ça. Tu vois, c'est pas un jeu qui a cassé la baraque dans son tellement. Il était vraiment très chouette. Il était chouette, mais c'était pas un gros succès. Et cette année, 2 gros jeux qui. Tiens, l'autre est pas derrière moi. Il y a Landfeust qui sort en cette fin d'année et donc Yuan. Les deux, on a une vidéo, allez les voir sur la chaîne. Ceux-là, Bosanga également, qui était sorti l'année dernière. Merci Aline. Voilà, on a retrouvé un de tête déjà, ce qui est extraordinaire vu notre grand âge. On a du mal à retrouver les jeux en y réfléchissant. Alors, on parle maintenant, on est toujours en matinale, on va parler un petit peu du catalogue du GBL et on terminera avec le top 10 des ventes avec Patrice qui vous a concocté un petit top 10 des meilleures ventes de cette période. On va finir par cette bonne note-là. Déjà, le catalogue, il est disponible dans les boutiques. Chaque boutique a son petit catalogue avec le nom de la boutique qui est indiqué dessus. Ici, j'ai celui de Totem Jeux, c'est la boutique de Patrice, en Guin-les-Bains. On dit Enghien ? Enghien-les-Bains. Enghien. Donc, un petit rapide. Donc ça, c'est le catalogue de la boutique de Patrice. Et puis le tien qui est ici. Donc voilà, que vous allez pouvoir trouver si vous allez dans les différentes boutiques. Avec une sélection de combien de jeux ? Alors déjà, magnifique illustration de Maul Chalmey, oui. Qui nous a fait une superbe couverture. Et donc oui, comme tu dis, le catalogue, chaque boutique va avoir son nom dessus. Et c'est surtout un terme qu'on n'utilise pas, c'est le mot catalogue en fait, parce qu'on parle de sélection. Oui. Parce que, comme je le disais tout à l'heure, c'est une commission de 7 personnes au sein du groupement qui va choisir les jeux. Donc c'est une vraie sélection. Ce ne sont pas les distributeurs comme on peut peut-être avoir dans d'autres grandes surfaces de jeux qui vont mettre leurs jeux dans un catalogue. Nous les avons choisis, nous les avons discutés. C'est 220, 230 jeux à peu près. 238 jeux, merci Patrice, cette année. Avec la discussion entre nous, la gestion par catégorie, du travail donc, qui commence dès le mois de février à Cannes, qui passe par une semaine, 15 jours, 3 semaines au mois de juin, où nous faisons un périple ludique. Donc nous allons en Auvergne chez BlackRock, nous remontons sur Paris dans les locaux d'Asmodée, puis nous partons à Wimereux chez Gigamic, Paris ludique, on revient, on voit plein de monde, on est allé à Nancy chez Yellow, et là on va discuter du coup avec les équipes éditoriales au sein de leurs locaux, comprendre un peu mieux les jeux. La difficulté, c'est qu'on est au mois de juin, donc on voit aussi beaucoup des jeux qui sont encore en état de prototype. Oui. Et là, il y a des décisions à prendre. La règle du jeu n'est pas forcément encore finalisée. Nous, souvent, on reçoit les auteurs dans cette période-là et ils sont sur leur téléphone en train d'attendre, tu sais, le moment où là, on va avoir la décision du groupement des boutiques ludiques. C'est très important pour les éditeurs. Hein. C'est vraiment une attente. C'est un moment qui est important pour eux. C'est donc c'est des fois malheureusement on va passer à côté d'un jeu en se disant il n'est pas fini, on est encore on ne sait pas, donc on va peut-être le mettre de côté plutôt, tant pis, parce que l'air de rien la décision de ce groupe engage toutes les boutiques du groupement, parce que toutes les boutiques du groupement ont l'obligation d'avoir tous ces jeux-là dans leur rayonnage. Il y a un système de joker, Et il y a un système de joker parce qu'il peut, comme on le dit, hein, chaque boutique est différente, donc on n'a pas forcément des affinités avec tout. Donc chaque ludicaire a le choix de ne pas prendre 5 jeux au sein de la sélection qui peuvent... Voilà, voilà. Et ça, c'est important aussi parce que tu m'as dit, toutes les boutiques n'ont pas la même expertise. Là, vous avez fait partie de ce Tour de France qui vous a aidé aussi à choisir, à connaître les jeux et à en avoir une très bonne idée. Vous êtes capable de me parler de la plupart des jeux qui sont dans cette sélection. Ah tiens, il y a le Club des Aventuriers. Très bon choix. J'adore ce jeu. Je trouve qu'il n'est pas suffisamment mis en avant. Là, si je tourne les pages, donc de temps en temps, je dirais, celui-là, il est très chouette. Dans les jeux enfants, vraiment, ça, c'est le cadeau à avoir pour Noël. C'est génial. J'espère
j'espère qu'il va durer ce jeu. Vous êtes très au courant, mais c'est pas le cas de toutes les boutiques, donc il y en a certaines qui sont ravies d'avoir aussi cette sélection. C'est une aide, comme on disait, sur la surcharge, le trop grand nombre de jeux qui sortent, bah, ça permet à certaines boutiques, en effet, de se dire, bon, déjà, j'ai ces 238 jeux-là sur lesquels je vais travailler, c'est déjà une base, et puis ensuite, je vais pouvoir aller regarder, prendre le temps de choisir, pour moi, les jeux qui vont me plaire, parce que 238 jeux, c'est pas beaucoup finalement. Ouais. Dans les boutiques, on a des milliers de références, donc c'est pas ce qui fait le cœur des rayonnages, mais c'est ce qui pour nous est un fascicule qui va permettre à toute personne, joueur ou pas joueur, de pouvoir rentrer dans le milieu du jeu et d'avoir une facilité à se dire, cette année, voilà ce qui est sorti. Ou voilà les valeurs sûres que je peux avoir, parce qu'il y aura toujours des jeux sortis d'il y a 10 ans. On aura toujours un Carcassonne, on aura toujours un Catan dans la sélection. Ils sont présents d'ailleurs dans cette toujours. sélection. Oui, on voit un Esquissé qui est un grand classique aussi. Là, par exemple, ce qui se mélange aux nouveautés de cette année, où il y a des nouveaux jeux qui viennent d'arriver. Cracklis, qui a un nouveau gros succès des boutiques, qui fonctionne très très bien, dont on n'entend pas tant parler chez les médias spécialisés, puisque... qui a un bouche à oreille impressionnant. C'est un jeu qui finalement on propose assez peu, parce que les gens ont joué chez des amis, viennent le chercher, le réoffrir. C'est là où on se dit qu'un jeu fonctionne, quand ça y est, les gens se le sont appropriés, il n'y a plus besoin d'en faire de la communication entre guillemets, et ça y est, il tourne dans toutes les maisons, et c'est une belle réussite, Cracklis. Alors ça c'est pas des pages blanches pour écrire dessus, c'est juste la collection qui ne chope pas la suite. Parce que on va rester sur les pages visibles. Voilà, donc ça c'est le catalogue des boutiques ludiques. On a des interventions sur le chat. On a Mathieu Levenu qui nous dit: éditer c'est renoncer, vendre c'est choisir, acheter c'est Cocktail Games. Non, j'ai rajouté la fin. Vous commentez, vous êtes en train de commenter les jeux qui sont présents dans la sélection. On a Mélodie Leblond qui dit qu'il faut absolument qu'elle chope un catalogue parce qu'elle est présente dans les illustrations. Elle s'est fait plaisir, Maud, elle a rajouté des visages identifiables. Disons que on peut peut-être un petit peu dévoiler, mais je crois qu'à l'entrée on a un certain Patrice qui se trouve là. À la caisse, étonnamment, il y a une marinière bretonne, donc gentiment Maud m'a croqué aussi. Pénélope est sur la couverture. On a Jules Messot aussi qui s'amuse. C'est David, ça? Oui, c'est David tout en haut également. Donc, les petits clins d'œil sur les affiches. Mais c'est ça qui fait la passion du monde du jeu, je trouve aussi. C'est cette petite dose d'humanité que nous a rajouté Maud, et qui finalement reflète tellement bien ce que nous sommes en boutique. Cette couverture, c'est tellement ça. C'est ce partage entre les auteurs, les éditeurs qui viennent. C'est un lieu qui fourmille une boutique, et c'est un vrai partage. Et je trouve que c'est une des plus belles couvertures qu'on ait eues, parce qu'elle a su retransmettre vraiment cette passion. Voilà, pour cette petite boutique, il est 8h58, ça passe vite cette matinale. Ça va être l'heure, vous l'attendiez tous, du classement. On fait quoi? On change de place? Allez. Changement de place, c'est le balai, c'est le moment dans lequel Patrice me rejoint. Rassurez-vous, Cathy est toujours là, juste à côté. Elle s'installe tranquillement sur le deuxième écran. On est là, tous ensemble. On va vous dévoiler le top 10, en commençant par le numéro 10, attention, des jeux qui se sont vendus dans les boutiques ludiques. Quelle est la procédure pour arriver à ce top 10 ? Alors, toutes les semaines, je recueille des ventes, en fait, des boutiques. On est entre 65 et 70 boutiques à y participer chaque semaine. Donc c'est révélateur de quelque chose. Ouais. Et je compile tout cela pour faire un classement de toutes les ventes qui est renvoyé sur l'ensemble de nos boutiques, en fait. Tout l'intérêt, c'est de se dire, tiens, ce truc, il est en avant, et chez moi, pas par exemple, pourquoi ou l'inverse, voilà. Donc, on se compare à cela. Et là, j'ai sorti sur les 4 semaines, puisque c'est semaine par semaine, sur les 4 semaines qui vont être représentatives du mois d'octobre. D'accord. Donc, on va regarder ça, et on va commencer par le numéro 10,
les ventes générales, les 10 jeux qui se sont le plus vendus. Oui, c'est un boulot de titan, nous dit Mathieu Despnous, je suis bien d'accord, c'est un travail assez dingue. Et allez, le numéro 10, quel est le jeu qui est arrivé en 10e position? Eh bien voilà, c'est Knarr. Knarr, un super joli jeu qui a tout de suite trouvé son public, Son public. dans les boutiques, son public, et qui est très très joliment édité en plus. Et voilà, je suis très très content que Knarr arrive. C'est breton. Ah oui, c'est breton. La Bretonne dit que c'est breton. Auteur breton, éditeur breton. Voilà, Knarr, numéro 10, un jeu de Thomas Dupont publié par Bombix avec un attachement toujours très particulier que fait Bombix, notamment aux illustrations simples qui regroupe en tout cas des sensations de jeu un peu plus experts, mais dans un matériel très, très simple avec des parties qui sont vraiment rapides. C'est sur le mois d'octobre, on nous demande quelle période recouvre ce tome 10, c'est le mois d'octobre. C'est ça. Donc voilà, pour la première information. On passe maintenant au numéro... je jongle avec mes fenêtres en même temps, là, hop, donc mes phrases dures dans ces cas-là, tu sais, elles traînent un peu. C'est une surprise, ce numéro 9. Je pensais pas le voir aussi bien classé. Je suis très agréablement surpris parce que je le trouvais exigeant ce jeu que je te laisse nous dévoiler. Eh bien, c'est Focus. Focus qui a trouvé tout de suite son public parce que dès qu'il est sorti, en fait, il s'est retrouvé très très bien classé dans nos tops de vente, en fait, et il y est resté. Parce que c'est la difficulté pour un jeu, c'est de rester justement à un niveau de vente important. En fait, c'est effectivement pas si évident que ça qu'il ait trouvé sa place, parce que c'est un jeu à deux, c'est un jeu exigeant dans la manière de jouer, et de rentrer dedans, et de comment on va communiquer ensemble. Et en fait, il s'est bien installé, et la preuve, c'est que voilà, plusieurs mois après, il est toujours là. Et c'est très très chouette. Très bonne surprise. Le 8, c'est un grand classique. C'est un jeu qui est présent dans le top depuis maintenant des années. Tout à fait. C'est Conem. Et Conem, effectivement, il est installé dans nos ventes là, depuis longtemps. Et on en parlait hier ensemble quand on a préparé cette réunion, que Conem, il s'est installé au niveau de plein de joueurs qui ne sont pas forcément des joueurs avertis, parce que ceux-là, ça y est, ils connaissent tous Conem depuis longtemps. Et entre autres, il est passé à une autre génération de parents de joueurs, donc de grands-parents, on va dire, en fait, qui se communiquent entre eux. Il y a un magnifique bouche à oreille sur Conem, ça on vient de nous le chercher, voilà. Ça c'est le numéro 8, le numéro 7. Ça c'est un jeu qui est sorti cette année, ou en fin d'année dernière, je me souviens plus, l'année dernière, fin d'année dernière, qui a atteint les 100 000 exemplaires vendus sur l'année en une seule année, donc c'est assez exceptionnel. C'est Salt and Pepper, encore un jeu breton, on parlait breton. Et je peux rajouter, Martin, oui. Et que les illustrateurs ont donc reçu le prix de l'illustration du GBL cette année, les origamistes. Les origamistes, alors il y a un travail qui arrive à Galard. Ouais. Il y a un travail d'illustration, c'est vraiment de l'illustration, c'est pas du dessin, mais c'est de l'illustration. Il y a un travail qui est un peu dingue là-dessus, il y a beaucoup de recherches, c'est vrai qu'on est... impressionné et on est toujours content de souligner le travail qu'il y a eu là-dessus. Ça, c'est un prix, le prix des... Pardon, j'ai oublié le titre du prix. Prix des boutiques ludiques, c'est le prix de l'illustration. De l'illustration, c'était sur les boutiques ludiques, oui. Voilà, c'est un prix qui est aussi important, qui met en valeur le travail de mise en image d'une certaine manière et assez remarquable sur ce jeu-là. Salt and Pepper, un jeu de Bruno Catala et Théo Rivière. Ensuite, en numéro 6, grand classique. Un grand classique qui, voilà, allons-y, c'est 6 qui prend. Un jeu qu'on cite souvent quand on dit « Ah bah c'est pas le 6 qui prend celui-là hein. » ou quand on dit « C'est pas le nain jaune ». Voilà, là c'est vraiment le classique qui s'est installé depuis des années. C'est rigolo l'histoire du jeu, en fait, je trouve, parce qu'en fait, au début... Ça a été des ventes, des petites ventes en fait, mais c'est installé, il a perduré, puis ça montait. Et il est toujours dans le top des ventes qu'on peut avoir, là aussi avec un bouche-oreille absolument incroyable en fait, et toute génération comprise, c'est ça qui est vraiment impressionnant en fait. Shikemi qui est très fort aussi pour installer ces jeux, ils font c'est pas les seuls évidemment, mais ils font une démarche sur le long terme en boutique. Un jeu peut prendre du temps chez cet éditeur-là, c'est pas le cas de tous les éditeurs, donc c'est à souligner aussi. Bon, ça c'est un grand classique, mais ils le font sur leur dernière parution, ils l'installent sur le long terme, ils essayent d'installer les jeux, pas simplement sur cette fameuse fenêtre de sortie qui dure 2 semaines, une semaine avant, une semaine après la sortie.
Le 5e. Eh bien, c'est Cluster. Ah, j'étais surpris de le voir parce que j'en entends pas tant parler que ça. Il est toujours présent dans les classements des meilleures ventes. Il est toujours présent, pas toujours à ce niveau-là, mais un petit peu en dessous. Il remonte, il descend, Ouais. voilà, mais il est là. Il a le mérite pour lui, effectivement, de la simplicité, de l'explication, de la simplicité de jeu. Donc là aussi, il y a aussi un bouche à oreille qui s'est installé, qui fait que ce jeu vit, en fait, et s'est installé. Oui, oui, complètement. Vous êtes quasiment 200 à nous regarder sur cette matinale. Ça fait partie des plus gros chiffres qu'on ait eu sur les matinales. Merci beaucoup de nous suivre. C'est la Bretagne. La Bretagne en C'est les force. boutiques. Merci beaucoup de nous suivre pour parler d'un jeu qu'on a déjà évoqué sur le plus haut de cette liste Eh ben et oui. qui occupe également la 4e place. Exactement, c'est l'extension de Sea Salt and Pepper Extra Salt qui a très très bien fonctionné. Moi je l'ai vu en boutique, effectivement, Ouais. les gens sont venus, et je veux l'extension, etc. parce que ça apporte des petits twists supplémentaires et ça a effectivement en plus relancé le jeu qui était de toute façon toujours bien placé. Donc on est très très content que voilà de ce classement, c'est très très chouette. J'ai jamais joué à Codenames et si ce qui prend, est-ce que c'est grave, docteur? Oui, Oui. clairement. Oui, enfin, non, on va survivre, hein, mais essayez-les, c'est vachement chouette. Non, mais c'est vraiment chouette. Moi qui suis un joueur. C'est quoi le terme derrière? Chevronné. Non, mais c'est des petits jeux auxquels il faut jouer aussi, auxquels j'ai plaisir à jouer. Ensuite, nous avons en 3e position une entrée, un jeu qui vient tout juste d'arriver. Jeu de cartes. Les jeux de cartes sont souvent plébiscités par les joueurs parce qu'ils s'installent plus facilement quand ils sont bons. Je pense que c'est le cas de ce jeu. Moi, je le trouve très bon. Ouais. C'est Forêt Mixte. Et Forêt Mixte, justement, pour un jeu qui sort et qui rentre tout de suite à ce niveau-là, c'est superbe. Il y a tout pour lui, si je puis dire. C'est le graphisme, le côté mignon nature, Oui. mais avec un vrai jeu de collection, de prise de risque, je titille, je taquine l'autre quand même, parce qu'on joue pas tout seul. On peut surveiller ce que vont prendre les autres et faire en sorte qu'ils prennent pas, d'ailleurs. Tout est pour lui, et puis il y a un vrai plaisir d'amener tous ces cartes ensemble, de les agencer, de combiner, etc. Bref, il s'est bien installé, quoi, et c'est vraiment chouette. Ouais, moi je trouve très chouette. Et puis il y a une immédiateté visuelle, c'est-à-dire qu'on place les cartes les unes en dessous des autres. Alors, ça se voit, ça se comprend à l'œil. Alors il y a tout un petit système d'icônes qu'il va falloir comprendre malgré tout, mais vraiment j'ai pas trop de difficultés moi à les retenir. Moi je suis pas un grand amateur d'icônes. C'est un truc qui me freine souvent. Je Moi préfère non du plus, texte mais que là, des icônes, mais là aucun souci. Le numéro 2. Alors, le numéro 2 s'est installé très très vite et perdure Mais il n'est toujours. pas premier. Je comprends pas qu'il soit pas premier. Moi non plus, hein. On est d'accord. Il faut qu'il soit premier. C'est Trio. Ah là là, Trio. Donc ça, c'est le jeu de cette année. Vraiment, Ouais. clairement. On verra au classement des futurs prix ludiques s'il arrive bien en première position, comme on l'espère tous, nous deux autour de la table. Oui. J'ai nous deux, je sais pas pour Cathy. C'est pas breton. C'est pas breton, donc il part avec un inconvénient du côté de Dinan, mais par contre, vraiment... Mais Trio est premier chez moi, il n'y a pas de souci. Ouais. Moi, j'aime beaucoup Trio, et c'est vraiment l'archétype de ce qu'on a envie de défendre dans le jeu de société, c'est-à-dire un jeu de société qui vous fait vivre des émotions autour de la table, où il y a un support, on se sert des cartes du jeu, mais les joueurs font partie de la mécanique de jeu. C'est pas, tu vois, Forêt Mix, c'est vraiment de la mécanique, on est concentré dessus. On peut être un peu taciturne en train d'y jouer, là non, c'est pas possible. Non, On est obligé là, de mettre l'ambiance. C'est une interaction, et Trio, il y a quelque chose de magique, c'est il s'adresse à tout le monde, quoi, aussi bien aux joueurs qu'aux non-joueurs, quoi. Et puis on peut l'expliquer facilement en boutique, ça c'est vrai. Et puis là tout, le graphisme, c'est une petite magie ce jeu. Enfin voilà, moi j'adore. Ah oui, moi aussi, je suis très fan de Trio. Alors quel est le premier? Mais je pense que les gens ont deviné le premier, je regarde Non, sur le chat. Ils pensent tous que c'est Faraway qui Ah va... ouais. Ah bah, je réponds là, ben non, Faraway. Eh ben non, il n'y en non. a plus du Faraway, donc il est plus dans le classement malheureusement. Ah, alors ça c'est bien dommage, effectivement. Peut-être sur le top du mois précédent, sans doute. Peut-être, oui. Faraway aurait sûrement été premier, mais pas là. Bah oui, parce que alors Faraway, nous on a fait des classements récemment de nos tops, et effectivement on a posé la question aux gens qui nous suivent sur notamment notre Discord. Faraway arrive en tête sur cette période-ci, c'est le jeu qui est le plus plébiscité par les joueurs. C'est déjà un jeu joueur, attention, là on parle aussi des boutiques ludiques qui ne regroupent pas que
c'est abusif ce terme de joueur, mais pas que les experts du jeu de société, ça regroupe aussi ceux qui rentrent comme ça pour découvrir un jeu. Et le premier, c'est toujours un peu le même. Hein, eh bien oui, c'est Skyjo. C'est Skyjo depuis des années maintenant, voilà. qui se classe régulièrement en première position de ce classement, qui, ça aussi, des fois, il n'est pas forcément le numéro 1. Non, Trio l'a détrôné à la sortie. C'est le seul qui a réussi à le détrôner. Et puis Trio commence sa vie, hein. Attention, il va arriver, ne vous inquiétez pas. Mais bon, là, c'est effectivement le jeu facile à expliquer, mais avec le bouche-oreille absolument incroyable. C'est-à-dire, on ne vend pas Skyjo, on vient nous chercher Skyjo. En fait, voilà. C'est le côté qui peut surprendre aux joueurs chevronnés qui sont sur d'autres jeux, en fait. Mais la vie du jeu, c'est aussi ça. C'est les joueurs occasionnels, en fait, qui se sont emparés de ce jeu-là et qui le font vivre, quoi. Voilà, donc c'est toujours le même premier, et c'est important de le souligner aussi, parce que ça fait partie du monde du jeu. Il ne faut pas non plus se moquer de ce jeu-là, parce que, sachez-le quand même, quand un jeu fonctionne bien, c'est pareil, on parlait de la bande dessinée tout à l'heure, quand un Astérix fonctionne bien chez les libraires, ça permet aussi de faire vivre tous les autres jeux, et c'est le cas également, par exemple, de Lorcana, qui rencontre un grand succès actuellement dans vos boutiques. C'est à la fois, j'imagine, un peu difficile de pouvoir gérer cette arrivée de plein de joueurs, et en même temps, c'est une chance pour tous les jeux. Oui, c'est économiquement ce qui équilibre l'ensemble, en fait, et qui fait que des jeux plus petits vont pouvoir continuer à être montrés, parce que, justement, on peut vivre avec ces jeux mainstream, et puis, en même temps, on va pouvoir montrer à côté d'autres jeux un peu plus confidentiels, en fait. Tu as eu une très bonne idée, c'est que tu as fait 2 autres classements. Alors, on ne va pas les dévoiler entièrement, mais c'est intéressant. Là, on vous a donné le classement général. Et dans le classement général, vous connaissez les acheteurs. C'est beaucoup plus facile quand on vient chercher même un gros jeu de rajouter un petit jeu par-dessus. Allez, je vous prends ce Yuan qui est très bien, mais je vais rajouter le petit trio que je pose sur ma boîte. Forcément, il y en a plus qui se vendent des trios. Ça ne veut pas dire que le jeu est meilleur, évidemment. Et donc, tu as fait un classement des jeux de société à plus de 30 €. Donc, tu vas nous dire quels sont ceux qui se vendent le plus. Et un classement à plus de 50 €. C'est ça. Alors, à plus de 30 €, par exemple, il y a Dixit Disney, parce que c'est la sortie de Dixit Disney. Donc, tout de suite, c'est installé. Qui est en numéro 1. Mais juste derrière, il y a Sky Team. Ah oui. Et SkyTeam, par exemple, il est monté directement cette semaine. Et, en fait, il est sorti vraiment très très récemment. C'est pour dire le niveau. Et chez nous, dans les remontées de la semaine, il s'est monté directement derrière Skyjo, à titiller Skyjo, quoi. Donc SkyTeam, vraiment, j'allais dire, à débouler comme les avions peuvent arriver. Je fais le bruit là. SkyTeam a trouvé... Voilà, mais SkyTeam, on en parle tous entre ludicaires, effectivement, depuis Cannes, à Vichy. Oh, t'as vu, c'est trop bien. Voilà. Un jeu magnifique à 2, faut aller le voir, quoi. Et derrière, il y a par exemple D'offres romantiques, dans un genre complètement différent. Position. Un jeu très calme, coopératif, voilà. Mais qui lui aussi a... J'espère trouvera une longue vie, parce que moi j'aime beaucoup D'offres romantiques. Ah, je le trouve très, très élégant, très intéressant. C'est moins mon type de jeu. Moi, clairement, j'ai envie qu'il se passe... j'ai envie de battre mes adversaires. Et là, c'est coopératif, qu'est-ce que vous voulez? ça me convient moins. On voit derrière, alors très rapidement, on a le Exit calendrier de l'Avent. Donc ça, c'est le 2e volume de ce calendrier de l'Avent proposé par Yellow, qui est plutôt chouette. Ancient Knowledge qui arrive derrière, Spellbook, donc nouveau jeu de Space Cowboy, signé par Phil Walker Harding. Welcome to l'édition collector. Je suis très content de le voir dans cette sélection, puisque ça, c'est un travail extraordinaire de la part de l'éditeur d'avoir créé un bel écrin autour de ce jeu remarquable. Voilà pour cette sélection à 30 €. On passe à la sélection à plus de 50 €. Parce que là, il y a du défi, pour pouvoir vendre des jeux à plus de 50 €. C'est aussi vraiment du conseil, de l'expertise. Là, les gens ne vont pas forcément rentrer pour acheter directement le jeu. Votre travail de ludicaire est très important là-dessus. Là, c'est une démarche. Et il y en a un qui vraiment se démarque de tous les autres, c'est Heredity. Ah bah là, je t'avais dit de rester, David. Ouais, voilà. Heredity qui arrive à la première position de ce classement des jeux à plus de 50 €. J'espère que tu en as tiré assez et qu'il va y en avoir suffisamment, parce que le bouche à oreille est quand même... unanime. J'ai entendu aucune critique. Tous ceux qui l'ont testé dans nos groupes de spécialistes pour en parler sont repartis avec vraiment
le sourire, la banane et le plaisir aussi de partager ce jeu-là. Et là il n'y a pas les quantités, mais vraiment il se démarque des autres au niveau des quantités, voilà, tout de suite il est sorti, et voilà, tous les ludicaires de France et de Navarre, et de Belgique et de Suisse, pardon, ont su le proposer aux joueurs qui ont su l'accaparer également, donc c'est vraiment très très chouette. Et puis derrière on a Septima. Donc chez Super Meeple, c'est le jeu qui est publié à l'origine par Mind Clash Game, un peu plus accessible mais quand même très costaud. Hein. Voilà. On a Earth qui s'est installé aussi là, Amalfi Renaissance. Très bien, Amalfi Renaissance qui est un gros défi aussi éditorial. C'est les éditeurs Silex, j'ai pas les noms d'auteurs, hein, pardon, là j'ai pas toutes les fiches en tête, je suis pas capable de vous les citer, mais Silex a fait un gros travail sur ce jeu japonais à l'origine pour pouvoir le recalibrer et proposer quelque chose d'assez original. Vous avez les vidéos sur notre chaîne. Voilà. On a Hit. Ah oui. Et qui continue sa vie à toute vitesse. Vroom, vroom, vroom. The Witcher. Voilà. Et puis des classiques, Terraforming Mars, Wingspan, Dune Imperium, et Harry Potter, Bataille à Poudlard, dont on parle pas forcément, mais qui est toujours là, derrière, en lançant des sorts sur tous les autres jeux. C'est le jeu de cartes, celui-ci. C'est le jeu de cartes. C'est le petit jeu de cartes pour 2 joueurs, peut-être. Ah non, c'est Hogwarts Battle. C'est celui. C'est la grosse boîte, en fait. D'accord. Avec des deck building et tout ça. Et voilà. J'ai le nom en anglais en tête. 4841 références. Oui, ça c'est à préciser parce que c'est la force de nos boutiques, c'est de ne pas se focaliser justement sur 20 titres où là on fait un top 10 en fait. Mais en fait, voilà, 4841 références qui sont différentes, qui sont montrées sur l'ensemble de ces boutiques. Je pense que c'est vraiment la spécificité de nos boutiques à nous, quoi. Enfin à nous, de ce qu'on est, quoi, les ludicaires, quoi. Voilà. Merci beaucoup pour ce top. Merci à vous deux de vous être déplacés d'aussi loin pour venir jusqu'au chalet pour découvrir notre studio d'enregistrement et puis partager ce top. Je le trouve hyper intéressant. Moi, c'est vraiment c'est des informations qui nous manquent, nous aussi, quand on parle du jeu, savoir ce qui marche directement dans les boutiques. On est un peu à l'écart. Nous sommes les joueurs, mais il n'y a pas que les joueurs, il y a aussi les boutiques. Ça compte énormément. On aura l'occasion de vous en reparler de ces boutiques ludiques auxquelles on tient, qui sont si précieuses et j'insiste dessus. Je vous remercie vraiment, vous deux qui êtes présents ici, mais ceux qui nous regardent également. Je pense que la spécificité du marché français tient à peu de choses. Je l'ai souvent répété. Sans doute la démarche qu'a eu un distributeur comme Asmodée pendant longtemps pour promouvoir le jeu d'une manière particulière. Asmodée qui était parmi les premiers, c'est pour ça que je cite Asmodée. D'autres ont pris le relais aussi aujourd'hui. À la démarche d'un site comme Trick Track, qui a compté énormément pour promouvoir la bonne parole ludique, et à la spécificité de ces petites boutiques de centre-ville qui font battre le cœur du jeu, qui créent les festivals, qui créent les rencontres, les rendez-vous et qui partagent. On en a absolument besoin. Les autres pays, on peut les comparer, hein, c'est pas du tout la même dynamique. Absolument pas. Et souvent, on n'a pas les boutiques, on n'a pas ce même rapport aux boutiques. Ce réseau de boutiques est assez unique, en fait. Et c'est précieux pour nous, il faut le défendre. Il est toujours en danger, donc il y a toujours un travail à faire, il faut absolument le défendre. C'était l'objet de cette émission. On vous donne rendez-vous, on arrive à la fin de cette émission, on vous donne rendez-vous pour d'autres matinales. Demain, on sera avec Aline, on fera un bilan d'un monde de jeu, on sera juste les deux, on mangera du chocolat merveille du monde. Rendez-vous demain. Mercredi, nous serons avec Benoît Forger pour une matinale spéciale sur les jeux Spaceco pour faire le bilan de cette formidable année. Roule ton pouille qui arrive, il est génial, Roule ton pouille. Tout à fait. Un petit conseil de dernière minute. Et puis jeudi, ça sera les actus ludiques avec Pénélope. Il n'y aura pas d'émission vendredi parce que je serai sur Paris, donc ça sera plus compliqué. Voilà pour notre programme. Bonne journée à tous et merci encore à vous deux d'être venus. Merci beaucoup, Martin. Merci. À bientôt.